Elle a refusé de vendre sa dignité pour sauver sa mère. Et quelques minutes plus tard, elle reçoit un appel qui va changer sa vie à tout jamais. Installez-vous confortablement, respirez, et laissez Nareo vous raconter l'histoire de ce qui s'est réellement passé. Après l'effondrement de Nadira au marché, les journées prirent une couleur différente, comme si la lumière elle-même avait quitté la maison de la famille d'Amaris, laissant derrière elle une atmosphère lourde et silencieuse où chaque respiration semblait compter. Le centre de santé où il l'avait transporté en urgence était modeste, saturé de patients et de familles inquiètes, et l'odeur mêlée de médicaments et de fatigue donnait à Amaris l'impression d'être entrée dans un monde où l'espoir était fragile. Elle resta assise près du lit de sa mère pendant des heures, observant son visage devenu pâle, ses mains autrefois si actives désormais immobiles, et chaque fois que Nadira ouvrait les yeux pour lui sourire faiblement, un mélange de courage et de désespoir envahissait le cœur de la jeune femme, car elle savait que ce sourire était une promesse de force, mais aussi une tentative de cacher la douleur. Lorsque le médecin les appela enfin dans son bureau, Amaris sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas, car son regard était grave et ses gestes hésitants, comme s'il cherchait les mots les moins cruels pour annoncer une vérité brutale. Il expliqua que Nadira souffrait d'une maladie grave qui nécessitait une opération urgente, et qu'il ne leur restait que quelques semaines pour agir, sans quoi il n'y aurait plus rien à faire. Le chiffre qu'il prononça ensuite sembla suspendre le temps, car il dépassait tout ce que cette famille avait jamais possédé, tout ce qu'elle pouvait espérer rassembler, même en vendant chaque objet de leur maison. Corey laissa tomber ses affaires et murmura que ce n'était pas possible. Et Amaris sentit une force nouvelle naître en elle, une force presque violente, car elle refusa immédiatement d'accepter la fatalité. Elle promit qu'elle trouverait l'argent, même si elle ne savait pas comment, même si elle devait affronter le monde entier. Les jours suivants, elle devint une ombre qui parcourait la ville sans relâche, allant d'un bureau à l'autre, d'une association à une fondation, passant des heures à attendre, à expliquer, à supplier, à remplir des formulaires interminables, et chaque refus qu'elle recevait était comme une pierre supplémentaire sur sa poitrine. Certains la regardaient avec indifférence, d'autres avec pitié, mais le pire restait les regards qui semblaient se dire qu'elle était naïve de croire que la dignité pouvait survivre à la pauvreté. Un après-midi, dans un immeuble luxueux où l'air était froid et les sols brillants, une femme élégante l'écouta raconter son histoire avec un sourire distant, puis lui demanda calmement pourquoi elle cherchait de l'aide alors que sa beauté pouvait lui ouvrir toutes les portes. Amaris sentit la honte lui brûler le visage, car elle comprit immédiatement ce que la femme insinuait. Et même si elle resta droite et refusa poliment, une fois dehors, elle trembla comme si ses certitudes venaient de se fissurer. Cette fissure devint plus profonde le soir où Leïna, son amie d'enfance, vint la voir. Car Leïna n'était plus la jeune fille qu'elle avait connue, mais une femme élégante, entourée de luxe, portant sur elle les signes d'une réussite rapide. Lorsqu'elle sortit une enveloppe remplie d'argent et la posa devant Amaris, le silence qui suivit fut presque insupportable. Leïna ne parla pas tout de suite, mais lorsqu'elle le fit, sa voix était brisée, car elle expliqua que cet argent venait de choix qu'elle n'avait jamais voulu faire, mais qui avaient ni sauvé sa famille, et qu'elle refusait de voir Amaris perdre sa mère pour des principes qui ne remplissaient pas les hôpitaux. Ces mots frappèrent Amaris avec une violence inattendue, car pour la première fois, elle se demanda si la dignité n'était pas un luxe réservé à ceux qui avaient déjà survécu. Ses mains tremblaient lorsqu'elle prit l'enveloppe, et pendant quelques secondes, elle imagina la guérison de Nadira, le retour des rires dans la maison, la paix. Mais au même moment, elle vit aussi le regard de sa mère, la fierté dans ses yeux, et la promesse qu'elle lui avait faite. Elle se leva brusquement et rendit l'argent, les larmes coulant sans retenue, affirmant qu'elle préférait perdre tout plutôt que se perdre elle-même, ce qui provoqua un mélange de tristesse et de colère chez Leïna, qui lui dit qu'un jour, elle comprendrait. Cette nuit-là, Amaris ne dormit pas, car la peur s'était installée en elle comme une ombre. Elle regarda sa mère respirer difficilement, et murmura dans l'obscurité qu'elle ne savait plus si elle avait raison. Et Nadira, qui avait entendu, posa doucement sa main sur la sienne, en lui assurant qu'elle préférait mourir avec la paix, plutôt que vivre avec la honte de voir sa fille brisée. Ces mots détruisirent Amaris, plus que tous les refus qu'elle avait subis. Le lendemain, alors qu'elle revenait du marché, une vieille voisine l'arrêta et lui demanda pourquoi elle ne demandait pas de l'aide à Valen, le cousin riche d'Edris, un homme influent dont le nom circulait dans tout le pays. Amaris resta figée, car elle savait que son père refusait même de prononcer ce nom. Mais en regardant la maison, son père fatigué,
son frère silencieux et sa mère de plus en plus faible, elle comprit que le temps était presque écoulé. Cette nuit-là, elle resta assise dans l'obscurité jusqu'à l'aube. Et au lever du soleil, elle prit une décision qui allait briser sa vie à jamais. La décision qu'Amaris avait prise cette nuit-là transforma immédiatement l'atmosphère de la maison, comme si un orage invisible s'était installé entre les murs, car chacun ressentait que quelque chose de grave se préparait sans oser en parler. Elle passa la matinée à observer sa mère, à mémoriser chaque détail de son visage, chaque mouvement fragile, chaque sourire forcé qui essayait encore de rassurer les autres. Et plus elle la regardait, plus une peur primitive s'emparait d'elle. Une peur qui n'avait rien de rationnel, mais qui criait que le temps leur échappait. Lorsque le soleil atteignit le milieu du ciel, Amaris s'approcha enfin de son père, qui réparait un vieux poste radio posé sur ses genoux, comme pour se convaincre qu'il restait encore utile malgré ses jambes immobiles. Elle s'arrêta devant lui, incapable de parler pendant plusieurs secondes, car elle savait que les mots qu'elle allait prononcer allaient ouvrir une blessure ancienne. Finalement, elle murmura qu'elle allait voir Valène. Le silence fut immédiat, lourd, presque violent. Edris leva lentement la tête, et pour la première fois depuis longtemps, la colère apparut dans ses yeux. Il répondit que non, qu'elle n'irait pas, que cet homme ne faisait jamais rien sans prix, et que certaines dettes étaient plus lourdes que la mort. Mais Amaris, brisée par la peur et la fatigue, répondit avec une brutalité qu'elle ne se connaissait pas, lui demandant s'il préférait voir sa femme mourir plutôt que demander de l'aide. La tension monta jusqu'à devenir insupportable, car Edris lui expliqua que certains hommes détruisaient entre les femmes sans même les toucher, qu'ils prenaient de leur âme, leur fierté, leur avenir, et qu'il ne permettrait pas que cela arrive à sa fille. Mais Amaris cria que la pauvreté les détruisait déjà, que la mort était dans la maison, que le temps était fini. Le silence qui suivit fut encore plus douloureux que la dispute. Nadira, qui avait écouté, les appela doucement, les suppliant d'arrêter, car elle ne voulait pas que la peur détruise la famille avant même que la maladie ne le fasse. Amaris s'approcha d'elle, les larmes aux yeux, et expliqua qu'elle n'avait plus d'autre choix. Nadira la regarda longuement, avec une profondeur qui semblait traverser le temps. Puis, elle lui demanda de promettre quelque chose. Elle voulait que, quoi qu'il arrive, Amaris ne devienne jamais quelqu'un qu'elle ne reconnaîtrait plus, qu'elle ne laisse jamais la vie la transformer en une personne sans âme, et qu'elle garde toujours cette lumière qu'elle portait depuis l'enfance. Amaris promit, même si elle sentait déjà que cette promesse serait un combat. Le rendez-vous fut fixé pour le soir suivant. Toute la journée, Amaris vécut comme dans un rêve, incapable de se concentrer, incapable de manger, incapable de respirer normalement, car chaque minute la rapprochait d'un choix qu'aucun être humain ne devrait avoir à faire. Avant de partir, Nadira l'appela encore. Elle lui demanda de la coiffer comme lorsqu'elle était petite, et Amaris obéit, ses mains tremblant en touchant ses cheveux qu'elle avait toujours admirés. Elles parlèrent de souvenirs heureux, de rires, de fêtes, de moments simples, comme si elles essayèrent de capturer le temps avant qu'il ne disparaisse. Puis Nadira murmura qu'elle voulait qu'Amaris reste la femme qu'elle était, même si la vie devenait cruelle. Ces mots résonnèrent dans le cœur d'Amaris pendant tout le trajet. L'immeuble où Valène avait fixé le rendez-vous était immense, silencieux, froid, et chaque pas qu'elle faisait à l'intérieur lui donnait l'impression de descendre dans un monde où l'innocence n'existait pas. Lorsqu'elle entra dans l'appartement, elle comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas, car Valène n'était pas seule. 3 hommes étaient assis dans le salon, leurs regards lourds et évaluateurs. La peur envahit son corps, mais elle resta debout, refusant de montrer sa faiblesse. Valène expliqua calmement les conditions. « Amaris, ma chère et belle nièce, tu veux sauver ta mère ? Voici l'argent nécessaire pour son opération. » Amaris sourit et se mit à genoux, commençant déjà à remercier son oncle, car grâce à lui, sa mère allait enfin subir son opération. « Ne me remercie pas, » exclama Valène. « Allez, lève-toi. » Puis il continua. « Tu prendras cette enveloppe à une seule condition. Il faudra que tu passes toute la nuit avec mes amis et moi. »« Quoi, passer la nuit avec qui ? Tu oublies que je suis ta nièce ? » ?»« Et alors ?» répondit Valène. « Et c'est pas tous mes amis, et moi avons un vice. On ne peut pas être avec des filles sans pour autant ne pas les filmer. Si tu acceptes notre proposition, je te donnerai les 10 millions qui se trouvent dans cette enveloppe. Pense-y, je ne veux pas que tu aies la mort de ta mère sur ta conscience, car je sais que ses jours sont comptés. » Chaque mot était une humiliation, une violence invisible. Amaris sentit son esprit se fissurer, car elle imaginait déjà sa mère vivante, les rires, la paix, la fin de la souffrance.
Elle fit un pas, puis un autre. Elle était prête à céder au chantage.